Et déjà, je voulais montrer une image de ton CV, Gotoz. J'étais sur ton LinkedIn. Oh la vache. Ouah, c'est pas à Parce que jour, je me ça. suis dit, Gotoz, c'est l'homme qui a reverse engineer une carrière. C'est qu'en général, tu débutes en tant que pigiste journaliste de jeux vidéo. À la fin, t'en peux plus et tu vas bosser dans une start-up. T'avais fait l'éthique, qui est une école assez connue pour bosser ensuite dans le web. Alors, regardez-moi cette super page LinkedIn. J'étais déterré. Ah là 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 là. Ah oui, ah oui. Net ah oui, Vibes, oui. le web 2.0. Altima, on s'en souvient. Les charrettes le week-end pour les appels d'offres qu'on ne gagne pas. Ah là là. Gamecult 10 ans quand même qu'à l'époque. Et le coton, oh là là. Ouais, Ah bah oui, oui, c'est il y a des noms vrai. qui surgissent du lointain du web, enfin du web 2.0 français. Ouais, Et puis après, on voit comment c'est arrivé Gameblock. Je me rappelle que tu faisais en parallèle de ton boulot avant de faire une bascule, de dire vas-y. Tout à fait. Ouais, Alors, en je parallèle pense- de mon boulot, c'est parce que voilà, on a des contacts communs de l'époque de NetVibes qui vraiment me couvraient pendant que je tapais mes paplards au bureau, hein, on va pas se mentir. Voilà, moi, je remercierais toujours Karine, ma boss, Bien sûr. ma N+1 directe, qui vraiment disait non, mais si, il continue à bosser. Tout le monde était devenu développeur front. Moi, on m'appelait encore l'intégrateur CSS, de l'autre côté du machin. Et en fait, je tapais des paplards pour Gameblog toute la journée, ouais. Incroyable. Et après, évidemment, Gamecult, des aventures aussi avec le podcast Les Démons de Midi avec Pipo. Ouais. Avant de quitter Gamecult, il y a maintenant 2 ans à peu près, si je ne m'abuse. 2 ans. Il y a maintenant 4 ans. 4 ans, non. Maintenant, Ah mais non, 4 ans. je confonds avec... Je suis parti fin 2020, ouais. T'es parti fin 2001. Ouais. J'ai Après confondu le tout test départ. de Cyberpunk. Vraiment parti Il est avec la parti sur un dernière. bang. Il a dit, ok, ça y est, j'ai fait le buzz avec ma vidéo de Cyberpunk PS4, je peux partir C'est comme un ça. prince. Exactement. Tu t'es lancé en indépendance, ça a plutôt bien marché pour toi. Tu as été un des premiers, et on va aussi en reparler, hybride journaliste, créateur de contenu. Ouais. Puisque tu avais ta chaîne Twitch, tu faisais une revue de presse quasi quotidienne de jeux vidéo. Devenue moins Avec... quotidienne. Comment? Qui est vite devenue moins quotidienne. Oui, quotidien. Bon, on a vu que c'est très cool au début, puis après on dit, ok, j'ai un enfant, une vie, et c'est pas jouable de se lever tous les matins à 9h avec une revue de presse à Exact. gérer. Mais qui a très très bien marché. Ouais. Et tu t'es créé une bonne communauté, encore une fois, de gens qui, je pense, si vous ne le suivez pas Gotoz, qui étaient très cool pour un journaliste et qui étaient très pro pour un influenceur créateur de contenu. Tu as trouvé, je pense, cet entre-deux d'indépendance. Tu n'avais pas de carte de journaliste, mais tu faisais un boulot qui était tout aussi sérieux, avec aussi un ton qui pouvait être aussi moins stéréotypé. Oui, bah en fait, moi, ça a toujours été faire perdurer l'ADN Gamecult en dehors de Gamecult, en tout cas sur tout ce qui est le côté l'indépendance préservée, érigée en étendard, tout ça. Et effectivement, moi, à la base, en fait, on était un petit peu dans le moment où tout le monde faisait, où on essayait les matinales. Ouais. Hein, parce que bon, il y avait Samuel Etienne qui faisait un très gros truc, mais un peu il y avait dans les Technor qui mêmes. faisait de matinale, il y avait Frondro qui faisait de matinale. Exactement. Moi, c'était juste parce que je venais de retourner à France Travail et qu'il fallait vraiment un truc pour me faire me lever. J'avais pas encore d'enfant. Donc, il fallait juste un truc qui me lance ma journée. Ouais. Et au début, c'est devenu... au début, c'était une revue de presse. Et puis, c'est resté une revue de presse, sauf qu'au fur et à mesure, j'ai un petit peu réduit la voilure parce qu'à un moment, ça devient feuilletonnant. Ouais. Même pour on arrivait dans les espèces de grands feuilletons de l'industrie du jeu vidéo moderne avec les rachats, les machins, les scandales chez Ubisoft et ces machins-là, t'as pas envie de les couvrir tous les matins. Ouais. Ça peut être un peu abrutissant au bout d'un moment. Ouais, et puis même pour les gens, ça un devient stack un novice, petit peu, tu donnes un petit peu l'impression aussi que t'attends pas l'aspect un peu conclusion de la chose, que t'es là en train de dire, et là il a dit ça, et demain il aura dit ça, et machin. Et après, c'est devenu un petit peu plus naturel de regrouper ça, au moins sur une semaine. Ouais. Et puis après, du coup, pour entrer dans le vif du sujet, il y a 1 an et demi maintenant. Donc, il y a 1 an en fait, parce que c'était en juin 2023 Il y a pour les conférences du gaming. Début juin, milieu juin pour le début de la campagne Ulule et 8 juillet pour la fin, sachant qu'on pourrait dire il y a 1 an et demi pour quand on a commencé à en parler sérieusement entre nous. Ouais. Donc là, vous lancez Origami. Donc à la base, ta carrière, on va dire, de streamer, créateur de contenu, youtubeur aussi, jeux vidéo indépendant, elle commence elle décolle, elle marche plutôt bien, il y a de quoi faire. Mais tu te relances dans une aventure collective, un média de jeux vidéo qui s'appelle Origami, que tu crées. Origami, c'est cette très belle vidéo de lancement incroyable. La vache. Avec regardez cet éclairage négatif. Voilà, avec des confrères, des consorts, des collègues, des gens que tu as croisés, des gens avec qui tu as travaillé. Ouais.
Beaucoup de gens en fait que j'admire sans avoir travaillé avec eux à ce moment-là. Oui. Et en fait, on est un petit peu voilà tous liés par voilà, on s'est fréquenté pendant longtemps, mais en dehors du travail, on a l'impression qu'on a une éthique de travail commune. On a des regrets aussi parce que Sylvain, par exemple, Oupi, qui est en France, c'est ce qui se rapproche le plus de l'orchestre du Titanic, de tous les médias jeux vidéo. Il est toujours arrivé là pour les enterrer. Ah ouais. C'est sa grande. On l'a vu seul chez Gamecult à un moment. Voilà, il est a venu, vu des grands moments, il les regardait derniers mois avant la fenêtre. grande démission de Gamecult. Ouais. Et moi, c'était le grand regret, c'est que j'avais jamais eu l'occasion de travailler avec lui, à part avec Florian, parce que Florian et moi, on a eu quelques années de Florian, que là vous voyez ici, qui est le père Fidalbion, qui était rédacteur en chef adjoint de Gamecult sur les derniers mois. Moi, je lisais avec très très grande attention et très grande, pas jalousie, mais admiration en tout cas, le travail d'Héloïse sur JV depuis longtemps. Et puis voilà, à un moment, juste, ça a été aussi un électrochoc de toutes les maisons qui payaient déjà mal sont en train de s'effondrer un peu en même temps. Alors, on rappelle effectivement le contexte. Donc, juin 2023, on a eu un enchaînement de rachats, de fermeture de sites de tech et de gaming. Et il y a les fameux, est-ce que la presse jeux vidéo, la presse tech est en train de brûler constamment depuis des années et des fois très très fort. Et on a vu notamment en 2023 dans la tech beaucoup de choses qui s'étaient passées, dans le jeu vidéo aussi. Oui. On vous a dit on va quand même créer un média de jeux vidéo. En tout cas, il fallait le faire différemment. Nous, on voulait essayer de le faire différemment. Aux US et en Grande-Bretagne, c'est la même chose. Et très souvent, en fait, le domino part de là-bas et inspire les groupes médias européens ou français assez rapidement. Tu vois les grands rachats, tu vois les moments où la ligne éditoriale change, tu vois les moments où on les laisse pas définir une ligne éditoriale claire. On a vu des sites comme Kotaku notamment, qui sont rentrés vraiment littéralement en résistance quasi ouverte avec leurs nouveaux propriétaires. Exactement. Tu les vois un peu plus tard commencer à se syndiquer aussi, à monter vraiment des syndicats de créateurs de contenu et de journalistes, parce que par exemple sur un site comme IGN, tu as un petit peu de tout. Tout le monde n'a pas un statut, on va dire, journaliste, si tant est que ça existe aux États-Unis, à vérifier. Mais nous, voilà, on se dit, on va faire le truc différemment. Et la première règle du Fight Club, c'est que ça doit être une scope. Donc on doit tous avoir un droit de vote et ça doit pas être revendable facilement. Oui. Voilà. Et ça doit bien payer. Tu vas pas faire la culbute, tu vas pas faire la bascule de start-upper. Ah, j'aimerais bien, tu vas dire. La French Tech est triste. Tu veux dire, t'es pas une licorne. Écoute, tu sais, il y a des trajectoires dans le jeu vidéo français qui ont commencé en cofondateurs de Gamecult et qui ont fini en business angel quand même. C'est vrai. Ne l'oublions pas, mais ce sera pas mon cas. Je pense que je suis parti pour pas trop bien gagner ma vie, mais mieux qu'il y a un certain temps en tout cas. Ça, c'était vraiment le but premier, c'était de se dire à partir du moment où on se paye bien. Et on se paye bien tous. C'est la question que je voulais te poser justement avant qu'on parle de crowdfunding. Est-ce que Origami, c'est un projet pro ou c'est aussi une sorte de doigt d'honneur / revendication en mode on va faire un projet pro, donc c'est comme encore une fois dur de gagner, de faire une création de contenu, d'en vivre et en fait d'en vivre en plus quand c'est une boîte et pas quand tu es indépendant. Et est-ce qu'il y avait aussi un côté, on a senti qu'il y avait aussi beaucoup de frustration d'une grande partie de la presse jeux vidéo. Beaucoup de gens, moi le premier, disaient que la presse jeux vidéo était morte. Et même quand Origami s'est lancé, j'ai dit je salue, mais je pense que ça va être un gros chemin de croix. Il va falloir y aller. Est-ce qu'il y avait aussi une forme de point d'honneur aussi derrière Origami, plus que le projet entrepreneurial ? Ah bah oui, parce que nous, déjà, le terme entrepreneurial, je pense qu'aujourd'hui encore, on le comprend qu'à moitié. Non, ces entrepreneurs de gauche. Je pense qu'il y avait vraiment l'envie de... Un truc dont on a beaucoup parlé, c'était... On est nul en analogie, on a tout essayé. Ça a été une fusée, ça a été un bateau pirate, ça a été une maison, ça a été... Bon, voilà. Mais le but, c'était surtout de se dire, et si on arrivait effectivement à faire un endroit qui nous paye bien, nous, pour qu'ensuite, nous, on puisse... garder cet endroit sain et qu'ensuite ils puissent bien payer d'autres gens. Oui, parce qu'on a vu que des gens avec l'évolution d'Origami et du crowdfunding, des gens sont venus s'ajouter aussi à l'équipe d'origine. Le but, c'est de pas trop s'encrasser trop longtemps en fait dans l'existant, et c'est qu'il y ait déjà des gens, qui soient naturellement envisagés, ou en tout cas qu'on ait une espèce de famille étendue le jour où on sera trop vieux, parce que tu deviens vite très vieux, surtout quand tu as déjà regardé Fortnite passer en disant quoi. Tu as regardé le truc comme ça, pardon. Et c'était il y a longtemps.
Fortnite et 2018, un autre temps un autre temps. que les moins de 3 ans ne peuvent C'est pas vrai, c'est comprendre. que de. Oh là là. Fortnite, ça paraît loin. Hein. Ouais, Ouais. c'est clair. Fortnite a explosé en Tu 2018. m'aurais demandé, j'aurais dit 14 ou truc Ouais. comme ça. Ouais, Non. Nous, on voulait pas que ce soit chiant. D'accord. C'est voilà. C'est aussi pour ça qu'on sait pas, qu'on n'a pas monté un truc qui soit. Je veux pas dire que Gamecult était chiant, mais ce que je veux dire, c'est que les revendications, Oui. le non vis-à-vis de sa propre direction et Mhm. même de manière générale de beaucoup de pratiques Ouais. qui se normalisaient dans l'industrie, était devenu un truc qui faisait que effectivement, ça semblait rarement entertainment. On voulait que ça reste souple. On voulait pouvoir dire des engagements clairs. Ces dernières semaines en sont un exemple, par exemple. Ouais. Mais on voulait aussi pouvoir se dire, il y a des trucs qui vont pas être sérieux, il y a des formats qui seront zéro informatifs. Et ça nous arrangeait aussi parce qu'on avait un seul vrai mantra, parmi les mantras clairs et un peu, on va dire, chiants pour le nouveau public, il y avait l'information, elle sera jamais derrière un paywall. Non pas que je renie les années paywall qui ont permis à Gamecult d'aller beaucoup plus loin que là où il devait aller, où il se serait gaufré à la base. Mais c'est juste qu'on est en post-2016, que la désinformation est gratuite, que l'information est très souvent payante, qu'il y a des vrais fossés qui se sont creusés, C'est même dans l'information jeux vidéo, Ouais. qu'il y a une économie YouTube qui est vraiment... attention, je ne dis pas que tous les gens qui sont dans l'économie YouTube fonctionnent comme ça, Ouais. mais il y a beaucoup d'économies YouTube basées sur la désinformation et qui creusent un fossé de plus en plus grand entre les gens qui jouent aux jeux et les gens qui les fabriquent, qui vraiment profitent de l'incompréhension de comment on fabrique les jeux. Et nous, ça commençait à nous terrifier un peu. Par exemple, le leak autour de GTA 6 Oui. avait été une excellente illustration de comment des gens peuvent faire un certain blé sur YouTube en racontant n'importe quoi aux joueurs qui ensuite se retournent contre les créateurs avec les harcèlements qu'on connaît, etc. Donc nous, il fallait que ce soit gratos. Donc qu'est-ce que tu mets derrière en avantage éventuellement pour ton Patreon, etc. Des blagues. On parle de fric justement parce que tu en parlais un peu. Mm. Vous avez lancé Origami sur du crowdfunding. Ouais. Je pense que nous tous et nous toutes autour de cette table, on est plus ou moins financé par notre commu, plus ou moins direct, notre audience, nos clients, etc., ou des sponsors. L'idée, c'est que Origami s'est lancé avec un Ulule initial qui a levé plus de 200 000 euros, Tout à fait. qui est financé par plusieurs systèmes aujourd'hui, mais dont le principal est un Patreon qui est autour des 13 000 $. J'étais checké hier, donc c'est quand même un Patreon assez conséquent pour une boîte qui a moins d'un an, Mhm. quand même. Il y a un peu de sponsoring, parce que j'ai Ouais. vu de super vieux jeux, il y avait des partenaires notamment, etc. Justement, pareil, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de questions sur l'indépendance par rapport à l'argent, l'influence, la transparence, le mythe de n'être que financé par ta commu par rapport à faire des marques, des OPSP, des partenariats, de la publicité classique avec de la programmatique, du display, que sais-je encore. Est-ce que tu peux nous raconter l'aventure un peu financière de Origami jusqu'à maintenant, en partant de ce crowdfunding initial, qui est un sacré succès quand même? Qui a été un succès qui a été au-delà de nos espérances, au-delà des espérances d'ailleurs de Ulule également. Vous visiez combien? 75 000 euros, je crois, non? 75 000, c'était vraiment pour Belle construire perf. une petite bicoque et voilà, on se disait avec ça, on peut commencer à envisager de faire des trucs. On n'aurait probablement pas réussi à faire tout ce qu'on a fait cette saison. C'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de stretch goals. Il y a beaucoup des choses qui ont été faites cette année qui font partie des stretch goals. Ouais. Mais oui, à la base, on nous avait même dit du côté de chez lui, on nous avait dit 75 000, vous êtes des oufs ou quoi? Et on était là genre, non, on croit qu'on y croit, donc on va essayer quand mais même. moi, je m'étais dit, s'ils font 100, c'est énorme. Ouais. Et vous faites 206 000 euros. À un moment qui est charnière, hein, Oui. il y a beaucoup de facteurs externes à ce moment-là. Hein. Le merde de Gamecult a été prononcé, c'est-à-dire que toute l'équipe historique s'est faite la malle, enfin la dernière mutation de l'équipe historique. Il y a des signes avant-coureurs terribles, enfin de nouveaux signes avant-coureurs terribles aux États-Unis et en Grande-Bretagne, encore une fois. Et puis il y a des gens qui nous ont dit de le faire aussi, parce que je pense qu'il existe un DM, et il existe un DM un jour auquel il faudrait qu'on réponde, de quelqu'un qui nous a dit what if vous faisiez, et c'était Origami, à peu de choses près. Et après, vous dites quoi une fois que vous avez cet argent? Vous dites, ok, on peut monter dans une aventure entrepreneuriale, ok, on peut
se payer ou pas se payer. Ok, Pendant ce temps-là, paye en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que, sans rentrer trop dans le détail, on est déjà en train de chercher des locaux, qui sont pas loin d'ici d'ailleurs, Oui. qui sont le meilleur deal, honnêtement, par rapport à la croisée des endroits desquels on vient. D'accord. Parce qu'on rappelle quand même que c'est une boîte montée avec 3 jeunes papas, ce qui veut très probablement dire d'ailleurs qu'ils ne vivent pas à Paris, parce que sinon tu ne peux pas te le payer. Donc effectivement, il faut trouver un sweet spot. Au même moment, on est en train d'apprendre le calcul de la TVA, on va pas se mentir. Hein. Ouais. On est littéralement à ce moment-là, on est sur Wikipédia TVA. Mais on a de la chance, on a quelqu'un qui a dit je fais. Et C'est vrai. Ah, ça, c'est l'artisan de l'ombre, hein, c'est Flo, et effectivement, on le remercie. C'est un Et temps infini. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer doucement à étager quand même, parce qu'il y a plusieurs personnes dans l'équipe qui avaient déjà un revenu. Moi, j'avais mon Patreon que j'ai éteint de manière... J'ai mis tout doucement un coussin sur la tête, mais vraiment progressivement, histoire de laisser les gens faire la transition de l'un vers l'autre, tout ça. Et on définit en fait un ordre de priorité, tout simplement, des premiers salaires. Par les ordres d'urgence en fait au sein de l'équipe, et à partir de là on s'y est quasiment tenu, et de là ensuite c'est simple, on a essayé de faire un maximum d'économies à chaque fois qu'on a pu le faire sur les choses non humaines, sur tout ce qui touche pas à de la collaboration. Dès le début, le but, ça a été de dire, OK, si vous nous assistez sur une émission de manière régulière, si vous êtes chroniqueur, chroniqueuse, faut qu'on vous propose un deal que vous n'avez pas eu avant. D'accord. Voilà. Faut que vous puissiez dire dans 6 mois ou dans 10 ans, s'il y a bien un truc qui a toujours été clean, c'est la manière dont on était payé. La petite question dans le chat, comment pensez-vous qu'il est possible de faire la médiation autour du jeu vidéo auprès du grand public? Pendant que dans le sondage, on a fait un sondage, est-ce que vous croyez encore à la presse jeu vidéo telle qu'elle est, ou est-ce que vous pensez à un hybride, ou est-ce que vous n'y croyez plus? Il y a quand même encore 60% des gens qui pensent qu'il y a une presse jeu vidéo qui peut continuer, traditionnelle, qui pourrait continuer à survivre, là où notamment Origami est un modèle plus hybride aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire de la médiation autour du jeu vidéo auprès du grand public ou des jeunes? C'est vrai que Origami, pour moi, c'est pas un truc que je trouve très grand public ou très jeune. C'est pour des assez connoisseurs et connoisseuses du jeu vidéo. Je vois des gens en faire autour de moi, et ça n'a pas forcément d'ailleurs à venir du milieu journalistique. Hein. D'Hollywood, par exemple, qui est streameuse, en fait parfois. D'accord. T'as quand même un renouvellement, ne serait-ce que tout simplement dans les médiathèques, avec des gens parfois qui font un taf hallucinant. T'as la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui a un très bel espace et qui essaie d'en faire utilisation pour autre chose que dire aux parents, mais non, il va pas mourir de jouer à Fortnite, encore une fois, parce que c'est la question qui est posée principalement. Ben oui. Il y a des choses à faire. Il y a probablement mieux à faire de ce côté-là. Quant à la presse en elle-même, pour l'instant, à chaque fois qu'on voit une nouvelle vertical gaming se lancer sur un site existant, la dernière étant sur Rolling Stone, qui avait tué sa propre vertical gaming il y a des années, qui s'appelait Glixel. Là, ils ont monté RS Gaming. Et derrière, c'est le fonds d'investissement privé de l'Arabie Saoudite. Donc il y a toujours une douille. Il y a toujours une douille quelque part pour que des fonds reviennent actuellement. Si les fonds quittent actuellement les studios de jeux vidéo, les fonds quittent également la presse jeux vidéo. Bah oui. On a pendant trop longtemps sous-estimé la proximité des milieux financiers qui étaient des deux côtés, et à quel point en fait on était des miroirs des mêmes situations financières, etc. Donc là en ce moment, il y en a qui s'accrochent. Hein. Ouais, bien sûr. Hein. L'équipe actuelle de Gamecult s'accroche, et on sait que c'est compliqué, et tant d'autres. Merci beaucoup, Gotoz.